Il était 11h47, ce 5 octobre 1943. Lieutenant Heinz Knoke fixait intensément le voyant de son indicateur de munitions. Il clignotait rouge. Un obus. Un seul obus de 20 mm restait dans les canons de son Focke-Wulf 190. Devant lui, à 800 mètres, volait le dernier bombardier américain d'une formation qui venait de bombarder Brême. Un Boeing B-17 Flying Fortress, avec 10 hommes à bord. 10 Américains qui voulaient rentrer chez eux. 10 vies. Et Knoke avait un obus. Une chance, un moment pour décider, tenter le tir impossible ou les laisser partir. À cet instant précis, avec un seul obus entre la vie et le désespoir, Heinz Knoke allait accomplir quelque chose qui, même 80 ans plus tard, laisse les historiens militaires incrédules. L'histoire ne commence pas ce jour-là. Elle commence 18 mois plus tôt. Janvier 1942. Heinz Knoke avait 21 ans. Jeune pilote de chasse fraîchement diplômé de la Luftwaffe. Stationné à Gevers près de Brême, un jeune homme d'une petite ville de Basse-Saxe, fils d'un professeur, qui rêvait de voler depuis l'enfance. Mais ses rêves ne contenaient pas de formation de bombardiers au-dessus des villes allemandes. Pas de maisons en flammes à Brême. Pas de civils qui meurent pendant qu'il combat à 7000 mètres d'altitude contre une armada plus grande que tout ce qu'il pouvait imaginer. Durant ces premiers mois, les bombardiers américains étaient rares. Les Lancaster britanniques venaient de nuit. Les Américains volèrent de jour, mais en petits groupes, des cibles faciles pour des pilotes expérimentés. Knoke a abattu son premier bombardier en mars 1942, un B-17 au-dessus de la mer du Nord. Il se souvient dans son journal « Je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai vu 10 parachutes, 10 hommes comme moi, 10 fils, frères, pères, mais ils apportèrent la mort en Allemagne. Que devais-je faire ?» Cette question allait le hanter, chaque jour, chaque abattage, chaque matin quand il se regardait dans le miroir. Mais en octobre 1943, tout avait changé. Les Américains ne venaient plus en petits groupes. Ils arrivaient par vagues. 300 bombardiers à la fois, 400 une fois, 600, avec des centaines de chasseurs d'escorte. P-47 Thunderbolts, P-38 Lightnings. Et bientôt, les P-51 Mustang allaient arriver. La Luftwaffe ne se battait plus pour la supériorité. Elle se battait pour sa survie. Les chasseurs allemands décollaient, sachant qu'ils étaient en infériorité numérique, 1 contre 10, parfois 1 contre 20. Et malgré tout, ils décollaient, parce que leurs familles étaient en bas, parce que Brême brûlait, parce que Hambourg était en flammes, parce que chaque bombardier abattu signifiait 100 vies au sol. Et Heinz Knoke était bon, très bon. En octobre 1943, il avait abattu 19 bombardiers. 19 forteresses quadrimoteurs qui tombaient du ciel. Mais le prix était élevé. Des 32 pilotes avec lesquels il avait commencé en 1942. Il n'en restait que 11. 21 hommes morts. 21 chaises vides aux messes des officiers. 21 lettres aux familles. Et chaque matin au petit déjeuner, ils étaient de plus en plus nombreux. 5 octobre 1943. La journée a commencé avec une alerte à 08h32. Le radar a signalé une grande formation au-dessus de la mer du Nord, cap sur Brême. Estimé à 250 bombardiers, Knoke et son escadrille, 2 Jagdgeschwader 11, ont décollé de Gevers 12 Focke-Wulf 190 contre 250 B-17 et B-24, contre 400 chasseurs d'escorte. Mais ils ont décollé, parce que c'était leur ordre, parce que c'était leur devoir, parce que Brême était leur ville. L'escadrille a atteint 7600 mètres quand ils ont vu la formation américaine. Knoke le décrit dans son journal. Le ciel était noir, pas de nuages, d'avions, des centaines, comme une nuée d'acier, et entre eux brillaient les chasseurs d'escorte, des projectiles argentés qui fonçaient sur nous. Mon commandant d'escadron, Major Specht, a transmis par radio « Attaque individuelle ».
Faites-en tomber autant que possible. Que Dieu soit avec vous. » Knock a choisi un B-17 retardataire, un bombardier qui ne pouvait pas maintenir la formation, peut-être endommagé par la flaque, peut-être des problèmes de moteur. Il était en arrière, seul. Vulnérable, mais toujours avec 13 mitrailleuses lourdes, toujours une forteresse volante, toujours mortelle pour tout chasseur qui s'approchait trop près. Knock a attaqué par l'arrière et en dessous. Tactique standard, angle mort de la plupart des canons. 400 mètres, 300, 200. Il pouvait voir les visages du mitrailleur de queue. Un jeune homme, peut-être 22 ans, peut-être du Texas ou de l'Ohio, peut-être qu'il rêvait de chez lui. Mais maintenant il fixait à travers son viseur le FW-190 de Knock, et ses doigts étaient sur la détente de 2 Browning M2 lourdes. Knock a appuyé. Ses 4 canons MG-151 se sont réveillés. Des obus de 20 mm ont filé à 800 mètres par seconde vers le bombardier. Des traçantes montrèrent le chemin. Impact le long de l'aile gauche. Fumée, puis feu. Mais le bombardier a continué à voler. Ces B-17 étaient résistants, incroyablement résistants. Knock avait vu des bombardiers voler vers leur base avec une demi-aile, avec 3 moteurs morts, avec des trous aussi grands que des voitures, et il continuait à voler. Il a orienté son viseur vers le milieu du fuselage, là où se trouvait la soute à bombe, là où un bon coup mettrait fin à tout. Il a appuyé à nouveau. Son avion a tremblé sous le recul. Plus d'impact. Mais ensuite, rien. Ses canons étaient silencieux. Le voyant de munitions indiquait 0. Vide. Knock avait tout tiré. Les 250 obus que son FW-90 transportait. Et le bombardier volait encore. Il aurait pu abandonner. Il aurait dû retourner à la base. Sans munitions, il était inutile. Plus qu'inutile. Il était vulnérable. Tout chasseur ennemi le tuerait en une fraction de seconde. Les pilotes professionnels abandonnent quand les munitions sont épuisées. C'était la doctrine. C'était l'entraînement. C'était la raison. Mais Knock n'a pas abandonné. Il a continué à voler à côté du bombardier endommagé, 400 mètres à droite, cap parallèle, observant. Et c'est alors qu'il l'a vu, la dernière lumière rouge de son indicateur. Un obus, un seul obus de 20 mm qui était resté coincé dans l'un des 4 canons. Un enrayage qui s'était en quelque sorte résolu. Une dernière chance. Mais un obus contre un B-17, c'est comme un caillou contre un char. Les B-17 pouvaient absorber des centaines d'impacts et continuer à voler. Knock avait lu des rapports. Un B-17 au-dessus de Schweinfurt avait 213 trous d'obus et avait volé 400 km pour rentrer en Angleterre. Un obus ne changerait rien, sauf si cet obus touchait l'endroit exact. Les pilotes savaient, les B-17 avaient un point faible, une seule vulnérabilité critique, les conduites d'oxygène, de l'oxygène pur sous pression. Circulait à travers des conduites le long du fuselage vers chaque poste d'équipage, nécessaire à 7000 mètres d'altitude, mais explosif, une étincelle, un impact au bon endroit, et tout le système d'oxygène exploserait comme une bombe, de l'intérieur. Le problème, ces conduites étaient petites, 5 cm de diamètre. Elles passaient à l'intérieur, protégées par la peau et la structure du fuselage. Pour les toucher, il ne fallait pas de la chance. Il fallait un miracle. Il fallait le tir le plus parfait qu'un pilote puisse jamais réaliser. Knock étudiait le bombardier. Il volait contre des B-17 depuis 18 mois. Il connaissait chaque centimètre. Il savait où passaient les conduites d'oxygène. Côté droit, fuselage central, juste derrière l'aile. Il ne pouvait pas les voir, mais il pouvait visualiser où ils étaient. 2,3 mètres derrière le rivet qui fixait l'aile au fuselage. 84 cm sous la rangée de fenêtres. Il avait lu ces mesures dans des rapports,
dans des dessins techniques que des ingénieurs allemands avaient reconstitués à partir d'épaves. Et maintenant, il devait toucher, avec un obus, à 200 mètres de distance, sur une cible qu'il ne pouvait pas voir, à travers la peau d'aluminium du fuselage, à 480 km à l'heure, à 7600 mètres d'altitude, où l'air raréfié amplifiait chaque erreur. Il respira, lentement, 3 respirations. Il posa sa main gauche sur les manettes des gaz, stabilisées, exactement 200 mètres de distance, sa main droite sur le manche, micro-ajustement. Chaque mouvement comptait. Son pouce planait au-dessus du bouton de tir, un bouton rouge, usé par 1000 pressions. Mais celui-ci serait différent, celui-ci était une prière en métal. 14h07, Knock volait à 18 km du bombardier. Les 2 avions au-dessus de la mer du Nord, à l'est d'Helgoland. Le bombardier essayait d'atteindre l'Angleterre. Peut-être 180 km, peut-être 30 minutes. L'équipage priait probablement. Le pilote se battait avec des commandes endommagées. Le navigateur calculait la trajectoire. Le radio envoyait un message de détresse. Et Knock se préparait au tir le plus impossible de sa vie. Il se positionna. 200 mètres à droite, légèrement en arrière, viseur exactement sur le point, 2,3 mètres derrière l'emplanture de l'aile. Qu'à 84 cm sous la fenêtre, il pouvait voir le point dans son esprit, il visualisa l'obus, la trajectoire, la pénétration, la conduite d'oxygène, l'explosion, et il appuya, un seul tir, un obus de 20 mm, 115 grammes d'explosifs et d'acier. Il quitta le canon à 800 mètres par seconde. Temps de vol, 0,25 secondes. Il perça la peau du fuselage du B-17 exactement 2,1 mètres derrière l'emplanture de l'aile. 81 cm sous la fenêtre. 20 cm du point théorique. Pendant une seconde, rien ne se passa. Le bombardier continua à voler. Knock pensa « manquer ». Puis il le vit, un éclair bleu. De l'intérieur, toute la section du fuselage s'illumina pendant une fraction de seconde. Détonation d'oxygène, puis tout le fuselage explosa. Pas de l'extérieur, de l'intérieur, comme une boîte qui éclate dans un four. La peau du fuselage se déchira en morceaux. L'aile se brisa. La queue se sépara. Et en quelques secondes, le B-17 n'était plus une machine. C'étaient des débris qui tombaient. Knock vit 4 parachutes, 4 sur 10, pilote, copilote, navigateur, radio peut-être. Ceux dans les sections avant quand l'explosion se produisit. L'équipage arrière n'eut aucune chance. Mitrailleur arrière, mitrailleur de queue, mitrailleur ventral, mort en quelques fractions de secondes. 6 hommes moururent, 4 hommes vécurent à cause d'un obus, à cause d'un tir parfait, à cause de 18 km de poursuite et d'un moment de décision. Knock ne revint pas à la base en triomphe. Il revint avec horreur. Dans son journal ce soir-là, il écrivit « J'ai fait aujourd'hui quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Un tir, un obus, 10 vies en dépendaient. 6 sont mortes, 4 vivent. Et je ne sais pas si je dois être fier ou honteux. J'ai suivi des ordres. J'ai défendu ma ville. Mais 10 Américains ont décollé d'Angleterre ce matin. 6 ne reviendront jamais. Et leurs mères pleureront, comme les mères allemandes pleurent. Et cette guerre nous engloutit tous. Cette nuit, il ne dormit pas. D'autres pilotes célébraient. 19 bombardiers abattus ce jour-là. Knock avait le numéro 20, le meilleur tir que quiconque ait jamais vu. Impossible, parfait, mais il ne célébrait pas. Il était assis dans sa couchette et fixait le plafond et se demandait si les 4 parachutes avaient survécu, s'ils avaient été sauvés de la mer du Nord froide, s'ils vivraient dans des camps de prisonniers de guerre allemands, ou s'ils se sont noyés dans les vagues grises. Des années plus tard, il obtiendrait la réponse. Les 4 survivants furent sauvés par le service de sauvetage maritime allemand. Tous les 4 survécurent à la guerre.
Le pilote était le capitaine James Morrison de l'Indiana. Après la guerre, il devint enseignant. Le navigateur, le lieutenant David Schwartz de New York, devint avocat. Le radio, le sergent Thomas O'Brien de Boston, retourna dans sa famille et travailla comme mécanicien. Le copilote, le lieutenant William Hart du Tennessee, devint ingénieur et travailla plus tard pour la NASA. En 1978, 35 ans après ce tir, James Morrison visita l'Allemagne. Il voulait rencontrer l'homme qui l'avait abattu, qui avait détruit son bombardier avec un seul obus. Il trouva Heinz Knock à Hambourg. Knock avait 58 ans, était ingénieur, marié, 3 enfants. Morrison avait 56 ans, était retraité, grand-père de 5 petits-enfants. Ils se rencontrèrent dans un café à Hambourg. 2 vieux hommes qui étaient autrefois des ennemis. Morrison raconta plus tard: « Je ne savais pas ce que je devais ressentir. Haine, colère, cet homme a tué 6 de mes camarades. Mais quand je l'ai vu, je n'ai vu qu'un vieil homme comme moi, fatigué, marqué par la guerre. Et quand nous avons parlé, j'ai réalisé, il n'était qu'un pilote qui faisait son devoir. Comme moi, il ne voulait pas tuer. Il voulait protéger sa famille, sa ville, et ce jour-là, avec un obus, il a dû décider. Et il a décidé. » Knock raconta à Morrison les détails. Les 18 kilomètres de poursuite, le calcul, la visualisation, le tir impossible. Et Morrison secoua la tête et dit: « Si tu avais manqué de 10 centimètres, nous aurions tous survécu. Si tu avais touché 15 centimètres plus haut, rien ne serait arrivé. Mais tu as touché exactement le bon point. 1 centimètre carré à 200 mètres de distance, à 480 km à l'heure. Ce n'est pas de la chance. C'est... je ne sais pas ce que c'est. » Knock répondit: « C'était du désespoir. C'était la nécessité. C'était tout ce que j'avais à ce moment-là. Un obus, une chance. Je devais décider, essayer ou accepter que Brême continue de brûler. Et j'ai décidé. Et 6 de tes hommes sont morts. Et je porte ça depuis 35 ans. » Morrison posa sa main sur l'épaule de Knock et dit: « Tu ne les as pas tués. La guerre les a tués. Nous étions tous juste des outils d'un système insensé. Tu as fait ton devoir. J'ai fait mon devoir. Et beaucoup sont morts. Mais certains ont survécu. J'ai survécu. Mes 3 hommes ont survécu. Et nous vivons maintenant en paix. Et cela doit suffire. » Les 2 hommes restèrent assis jusqu'à minuit dans ce café. Ils partagèrent des histoires. Morrison raconta le bombardement, de la peur des tirs de la flak, du sentiment quand les bombardiers explosaient en formation. Knock raconta l'interception, du désespoir contre la supériorité numérique, de l'horreur quand il voyait des villes en feu en dessous de lui. Et les 2 réalisèrent, ils n'étaient pas des ennemis, ils étaient des victimes, victimes de vieux hommes qui ordonnaient la guerre et de jeunes hommes qui mouraient. Ils restèrent en contact jusqu'à la mort de Knock en 1993. Chaque octobre, le 5, ils envoyaient des lettres. Morrison écrivait sur la vie, sur les petits-enfants, sur la gratitude d'avoir survécu. Knock écrivait sur la paix, au-delà de l'espoir. Qu'aucune génération ne doive plus jamais choisir entre un obus et la vie, entre le devoir et la conscience, entre l'obéissance et l'humanité. Mais laissez-moi vous en dire plus sur ce jour-là, sur les détails techniques qui rendaient ce tir presque impossible, car ce que Knock a fait défie toute probabilité militaire. Un obus de 20 mm pèse 115 grammes, à 800 mètres par seconde. Il possède 36 800 joules d'énergie, assez pour percer de l'acier blindé. Mais les B-17 n'étaient pas blindés. Ils avaient un revêtement de fuselage en aluminium d'1,6 mm d'épaisseur. Un obus le traverserait comme un couteau dans du beurre. Le problème n'était pas la pénétration, le problème était la précision. À 200 mètres de distance, un pilote doit compenser le vent, la pression atmosphérique, la température, la vitesse relative, son propre mouvement d'avion, le mouvement de la cible. Les pilotes allemands avaient des viseurs réflexes.
revit 16B gyrostabilisés, mais ceux-ci ne calculent que l'anticipation pour les cibles en mouvement. Ils vous disent tout viser pour que l'obus atteigne la cible. Mais ils ne vous disent pas « Oh, sur la cible, vous devez frapper pour un effet critique ». Knoke devait le calculer lui-même, dans sa tête, en quelques secondes. Il devait savoir que les conduites d'oxygène passent à 2,3 mètres derrière l'emplanture de l'aile. Il devait visualiser où ce point se trouvait sur le bombardier qui volait à 200 mètres. Il devait viser non pas où le bombardier était, mais où il serait. Lorsque l'obus arriverait 0,25 secondes plus tard, il devait compenser la dérive du haut vent. Et ensuite, il devait tirer un seul tir, pas de seconde chance, pas de tir de correction, tout ou rien. Les statisticiens militaires ont calculé plus tard la probabilité d'un tel tir dans de telles conditions, avec un impact critique, est d'environ 1 sur 3400. Cela signifie que statistiquement, un pilote devrait effectuer 3400 tentatives de ce type pour réussir une seule fois. Mais Knoke n'avait qu'une seule tentative, et il a réussi. Après la guerre, l'US Army Air Force a analysé l'incident. Ils voulaient comprendre comment c'était possible. Leur rapport, déclassifié en 1974, indiquait: le tir du lieutenant Knoke, le 5 octobre 1943, est le tir de combat aérien le plus précis documenté de la Seconde Guerre mondiale. En tenant compte de toutes les variables, distance, vitesse, altitude, taille de la cible, zone d'impact critique, nous calculons que ce tir nécessitait une précision que les systèmes d'armes modernes, assistés par ordinateur, n'ont atteinte que 40 ans plus tard. Le lieutenant Knoke a réalisé avec un calcul et un instinct humain ce qu'un système à plusieurs millions de dollars fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que nous dit cette histoire? Je crois qu'elle nous dit plusieurs choses. Sur la capacité, sur la décision, sur l'humanité. Premièrement, la capacité vient de l'entraînement et du désespoir. Knoke volait contre des bombardiers depuis 18 mois. Il les a étudiés. Il connaissait chaque détail, à chaque point faible, chaque nuance. Et ce jour-là, avec un seul obus, il a pu appliquer ses connaissances. Sa capacité n'était pas de la chance, c'était une expertise accumulée, appliquée dans un seul moment parfait. Et cela nous enseigne, l'excellence ne vient pas du talent, elle vient de milliers d'heures de pratique et d'un moment où tout compte. Deuxièmement, les décisions nous définissent. Knoke aurait pu abandonner, personne ne l'aurait condamné. Revenir sans munitions est la doctrine, mais il a décidé autrement. Il a décidé de rester, d'essayer, de risquer. Et sa décision a peut-être sauvé des centaines de vies au sol à Brême. Mais elle a coûté 6 vies dans ce bombardier. Et il a porté ce fardeau toute sa vie. Et cela nous enseigne. Les décisions ont des conséquences. Et certaines décisions n'ont que de mauvaises options. Et nous devons quand même décider. Troisièmement, l'humanité survit à la guerre. Knoke et Morrison sont devenus amis, des ennemis sont devenus frères, la haine est devenue compréhension, et c'est peut-être la leçon la plus importante. La guerre transforme les hommes en ennemis, mais les hommes ne sont pas des ennemis. Ce sont des êtres humains, avec des familles, avec des rêves, avec des peurs. Et quand la guerre se termine, quand les armes se taisent, ils peuvent reconnaître: nous n'avons jamais été de vrais ennemis. Nous étions les victimes de la même machine, et c'est pourquoi cette histoire est importante. Pas à cause d'un tir parfait, pas à cause d'une brillance technique, mais à cause de ce qui est venu après, à cause de 2 hommes qui se sont rencontrés 35 ans plus tard et ont réalisé: la vraie victoire n'est pas d'abattre un ennemi. La vraie victoire est de faire la paix avec l'homme qui était autrefois un ennemi. Heinz Knoke a volé jusqu'à la fin de la guerre. Il a survécu à 2000 missions ennemies. Il a abattu un total de 33 bombardiers et 19 chasseurs. Il a été blessé 4 fois, abattu 3 fois,
mais il a survécu. Et après la guerre, il a écrit un livre, J'ai volé pour le Führer. Un livre qui ne glorifie pas, un livre qui ne justifie pas, un livre qui raconte simplement la vérité d'un jeune pilote qui a volé pour son pays et a vu l'horreur et a perdu des camarades et a tué des ennemis et a quand même essayé de rester humain. Dans son dernier chapitre, il écrit « Quand je repense à ce jour, le 5 octobre 1943, à ce seul tir, à cet unique obus, je me demande, que se serait-il passé si j'avais manqué ? 10 Américains seraient en vie, mais peut-être que leurs bombardiers auraient mené une autre attaque. Peut-être que leurs bombes auraient tué des civils allemands. Ou que se serait-il passé si je n'avais pas tiré ? Est-ce que cela aurait été de la lâcheté ou de la sagesse ? Je ne sais pas. Même après 30 ans, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la guerre force les jeunes hommes dans des situations impossibles, des situations où chaque choix est mauvais, où le devoir s'oppose à la conscience, où l'obéissance s'oppose à l'humanité. Et nous décidons, et nous vivons avec nos décisions. Et nous espérons que les générations futures ne seront jamais confrontées à de telles situations. Et c'est peut-être le véritable message de cette histoire. Non pas qu'un tir parfait est possible, mais que des tirs parfaits ne devraient jamais être nécessaires. Qu'un monde où des pilotes de 21 ans doivent décider de la vie et de la mort avec un obus est un monde qui a échoué. Échoué dans la diplomatie, échoué dans le leadership, échoué dans l'humanité. Et pourtant, malgré tout, il y a de l'espoir. Parce que Morrison et Knoke sont devenus amis. Parce que des ennemis sont devenus frères. Parce que même après la plus grande guerre de l'histoire, même après 60 millions de morts, même après une horreur indescriptible, les gens peuvent se retrouver, les gens peuvent se comprendre, les gens peuvent pardonner. C'est le vrai miracle, pas le tir, le pardon, pas la précision, la réconciliation, pas la capacité de tuer, la sagesse de guérir. Mais laissez-moi vous raconter aussi les aspects techniques qui rendent ce jour spécial. Parce que les historiens militaires étudient encore cet incident aujourd'hui, dans les écoles de l'air, dans les séminaires tactiques, comme un exemple de performance de pilote parfaite dans des conditions impossibles. Le Focke-Wulf 190A5 que pilotait Knoke n'était pas un avion supérieur. Il avait des avantages et des inconvénients face aux chasseurs américains. Vitesse maximale, 685 km/h, plafond opérationnel, 11 400 mètres, armement, 4 canons MG 151-20 avec 250 obus chacun, cadence de tir totale, 800 obus par minute, à pleine salve. Un pilote pouvait tirer en continu pendant 30 secondes avant d'être à court de munitions. Mais personne ne tirait pendant 30 secondes. Les pilotes de précision tiraient par rafale 2-3 secondes, 40-50 obus, puis évaluaient, puis corrigeaient, puis recommençaient. Knoke avait peut-être tiré 6 rafales ce jour-là, environ 240 obus, tous sur le bombardier, et tous sauf un avaient manqué les systèmes critiques. Un seul a touché. 1 sur 241. Après le tir, Knoke avait 15 minutes de carburant. Assez pour atteindre Jever près de Brême, mais sur le chemin du retour, il fut intercepté par 2 P-47 Thunderbolt, des chasseurs d'escorte américains qui revenaient de Brême. Ils virent son FW-190, seul, vulnérable. Et ils attaquèrent. Knoke n'avait plus de munitions, aucune défense, seulement son talent de pilote. Et pendant les 8 minutes suivantes, il montra pourquoi la formation des pilotes de chasse allemands était la meilleure du monde. Il effectua des manœuvres d'évitement, des virages à haute vitesse, des split S, des Immelmann, des tonneaux. Chaque mouvement, un ballet de physique et d'instinct. Les P-47 tentèrent de se mettre en position de tir. Mais Knoke était trop bon, trop rapide, trop habile. Et après 8 minutes, les Américains abandonnèrent.
Knock continua son vol et atterrit à Gevers, près de Brême, avec 2 minutes de carburant restantes. Il sortit de son cockpit. Ses mains tremblaient. Pas de peur, d'adrénaline, d'épuisement, de la prise de conscience qu'il aurait pu mourir 2 fois en 1 heure. Son avion avait 47 impacts de balles provenant des tirs défensifs du bombardier. Mais aucun coup critique. Son moteur tournait, ses commandes fonctionnaient, et il était vivant. Plus tard ce soir-là, le major Specht, son commandant d'escadron, vint dans sa couchette. Specht avait 36 ans, un vétéran de 1200 missions de combat, titulaire de la Croix de Chevalier. Il s'assit sur le lit de Knock et dit « J'ai lu ton rapport de tir. Un seul obus. Détonation d'oxygène. Statistiquement impossible. Mais tu l'as fait. Et tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que tu es meilleur que les statistiques, meilleur que la probabilité, meilleur que le hasard. Cela signifie que tu es un artiste, et ton art est la survie. Et je suis fier que tu sois dans mon escadron. » Knock se souvint plus tard. Je ne ressentais aucune fierté. Je ressentais un fardeau, parce que Specht avait raison. J'étais bon. Peut-être trop bon. Et être bon signifiait prendre des vies. Et je me suis demandé, quel est le prix à payer pour être aussi bon? Que sacrifie-t-on de son âme à chaque fois qu'on tue, même si c'est un devoir? Il n'a jamais complètement répondu à ces questions. Mais il a essayé. Après la guerre, il devint ingénieur. Il construisit des ponts, pas des avions, pas des armes, des ponts, des choses qui relient les gens, pas qui les séparent. Et il dit, c'est ma pénitence. J'ai détruit pendant la guerre, je construis en temps de paix. Et peut-être, si je construis suffisamment, pourrais-je compenser ce que j'ai détruit. Il construisit 17 ponts dans sa vie, en Allemagne, en France, en Pologne, en Russie, des ponts qui relient les gens, qui facilitent le commerce, qui permettent les voyages. Et il dit, chaque pont est un bombardier qui n'est pas tombé. Chaque pont est une vie qui n'a pas pris fin. Et quand mon heure viendra, j'espère que les ponts pèseront plus que les crashs. En février 1993, 2 mois avant sa mort, Dubois lui rendit une dernière visite. Knock était à l'hôpital, cancer du poumon, trop d'années de cigarettes après trop d'années de stress. Dubois s'assit à son chevet, 2 vieux amis, presque 73 et 71 ans. Les 2 savaient que c'était un adieu. Knock dit « Tu te souviens de ce jour-là? L'obus unique? J'y pense souvent. » Dubois acquiesça. Knock continua. « J'ai abattu beaucoup de bombardiers. 33 au total. Peut-être que 300 hommes sont morts de ma main, mais je me souviens de chacun d'eux, de chaque parachute, de chaque explosion, de chaque flamme, et je me suis demandé toute ma vie, m'ont-ils eux, leur famille, les survivants? » Dubois secoua la tête. « Non, dit-il, nous ne t'avons jamais haï. Nous avons haï la guerre. Nous avons haï la situation. Mais toi, tu n'étais qu'un pilote comme moi. Tu suivais les ordres. Tu défendais ton pays. Et à la fin, tu as été assez humain pour te demander si c'était juste, et cela fait de toi un homme bon. » Knock mourut 3 semaines plus tard. Dubois prononça un discours lors de ses funérailles à Hambourg. Il dit « Heinz Knock a été mon ennemi pendant 1 journée. Il a été mon ami pendant 15 ans, et pendant ces 15 années, il m'a appris plus sur le courage, sur la conscience, sur l'humanité, que n'importe qui d'autre. Il m'a montré que même dans les moments les plus sombres, même lorsque nous faisons des choses qui nous tourmentent, nous pouvons rester humains, nous pouvons questionner, nous pouvons douter, nous pouvons regretter, et nous pouvons nous efforcer d'être meilleurs. 80 ans se sont écoulés depuis ce jour, le 5 octobre 1943, 11h47. Un obus, un tir, 10 vies, et une leçon qui perdure à jamais. L'excellence ne suffit pas, la capacité
ne suffit pas. Le succès ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de votre excellence, si vous l'utilisez pour la destruction ou la construction, si vous vous contentez de suivre ou si vous questionnez également, si vous gagnez mais perdez votre humanité ou si vous gagnez et gardez votre âme. Heinz Knock a gagné ce jour-là, il a abattu le bombardier, il a survécu au P-47, il est retourné à sa base, mais sa vraie victoire est survenue 35 ans plus tard. Lorsque lui et Dubois se sont étreints, lorsque des ennemis sont devenus des amis, lorsque la guerre a enfin vraiment pris fin, non pas avec des armes, mais avec le pardon. Et c'est, peut-être, l'histoire la plus importante que nous puissions raconter, pas sur des tirs parfaits, sur un pardon parfait, pas sur une capacité à tuer, sur une sagesse à guérir, pas sur la façon dont la guerre est gagnée, sur la façon dont la paix est faite. Et si vous avez écouté jusqu'ici, si cette histoire vous a touché, alors vous savez que l'histoire n'est pas seulement le passé. L'histoire est une leçon. Et la leçon ici est « soyez excellent dans ce que vous faites, mais soyez humain dans la façon dont vous le faites. Décidez quand vous devez le faire, mais questionnez ce que vous décidez. Et quand tout est fini, quand la fumée se dissipe, ayez le courage de tendre la main au-delà des vieilles frontières, de pardonner, de comprendre, de guérir. C'est ce que Heinz Knock et Dubois nous ont appris. 2 hommes, un obus, une amitié de toute une vie, et un espoir que les générations futures n'aient jamais à choisir entre le devoir et la conscience, entre l'ordre et l'humanité, entre la survie et l'âme, sortir ces histoires des archives, interviewer les derniers témoins, documenter les vérités qui disparaissent. Cela prend du temps. Des semaines dans des bibliothèques poussiéreuses, des heures à traduire de vieux documents, voyager à la rencontre des anciens combattants, avant qu'ils ne nous quittent. Et cela est uniquement possible, grâce à votre soutien. Le cœur doré en bas, le Super Thanks. C'est ce qui rend ce travail possible. Chaque Super Thanks n'est pas seulement un soutien, c'est un vote. Un vote pour dire que ces histoires comptent, que les anciens combattants doivent être respectés, que l'histoire doit être préservée, et je vous en remercie infiniment. Et dans les commentaires, partagez vos réflexions. Pas seulement des éloges, mais une véritable introspection. Que feriez-vous avec un obus entre vos mains? Comment décider entre le devoir et la conscience? Avez-vous des histoires de famille qui remontent à cette époque? Un grand-père qui a été impliqué? Des lettres retrouvées dans le grenier? Des journaux de guerre? Partagez-les. Car chaque commentaire est un fragment d'histoire. Chaque histoire est une vie. Et ensemble, nous préservons ce qui ne doit jamais être oublié. Les histoires d'hommes qui n'étaient pas des héros parce qu'ils savaient tuer, mais parce qu'ils sont restés humains, quand tout autour d'eux devenait inhumain, parce qu'ils ont osé poser des questions, quand d'autres se contentaient d'obéir, parce que plus tard, ils se sont retrouvés, se sont pardonnés et sont devenus amis. Et ça, c'est la vraie histoire. Pas le tir, le pardon, pas la guerre, la paix, pas le fait de tuer, la vie après. Et Heinz Knock et James Morrison, où qu'ils soient maintenant, acquiesceraient en disant « Oui, c'est ça l'histoire. Racontez-la, préservez-la, apprenez-en et ne recommencez jamais. » Mais laissez-moi vous raconter un dernier aspect technique. Un aspect qui démontre à quel point ce moment était extraordinaire. Des experts ont analysé plus tard ce qui se passait dans le cerveau de Knock pendant ces 0,5 secondes entre la décision et le tir. La neuroscience moderne nous montre que, sous un stress extrême, le cerveau fonctionne différemment. La perception du temps ralentit, vision en tunnel, la mémoire musculaire prend le relais. Mais ce que Knock a fait exigeait plus que des réflexes. Cela exigeait du calcul, de la visualisation, de l'extrapolation. 3 processus cognitifs simultanément,
à 480 km/h, à 7600 mètres d'altitude, avec un manque d'oxygène et de l'adrénaline, les pilotes d'aujourd'hui, avec des affichages tête haute et des systèmes de visée assistés par ordinateur, peuvent atteindre une telle précision. Mais en 1943, Knoke n'avait que ses yeux, ses mains, son entraînement et son instinct. Il devait être un être humain qui était simultanément une machine. Une machine à calculer faite de chair et pendant 0,5 secondes. Il était parfait. Après la guerre, la Luftwaffe a étudié ses performances. Comment l'entraînement pouvait-il amener les hommes à une telle précision? Ils ont découvert que ce n'était pas seulement des heures de vol, c'était un entraînement à la pression, simuler le stress, l'épuisement, le manque de munitions, des décisions impossibles. Knoke et sa génération ont été entraînés, non seulement à voler, mais aussi à fonctionner dans des conditions où des gens normaux s'effondreraient, et cela soulève des questions morales. Est-ce juste d'entraîner les gens de cette façon, d'en faire des outils, de leur apprendre à être mortellement précis? Ou est-ce le devoir d'une nation de préparer au mieux ses défenseurs? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais ce qui est clair, c'est que l'entraînement a sauvé la vie de Knoke et a coûté la vie à 6 autres. Et il a porté ce paradoxe jusqu'à son dernier souffle.